Bonjour à tous, je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Pendant 11 ans d'affilée, je me suis tué au travail, vivant comme un véritable fantôme dans ma propre vie, simplement pour survivre au gouffre financier que ma famille ne cessait de laisser derrière elle. Et quand j'ai enfin réussi à m'offrir un seul havre de paix, un petit chalet niché au fond des montagnes Blue Ridge, ma propre chair et mon propre sang ont essayé de me l'arracher des mains. Alors que je me tenais sur mon propre porche, respirant enfin de l'air pur, mes parents m'ont appelé pour me dire que j'étais un fils égoïste et ingrat. Ils m'ont dit que je détruisais la famille. Ils se sont moqués de mes limites et ont encouragé mon frère aîné à faire ses bagages avec toute sa famille, sa belle famille élargie, et à se présenter tout simplement à mon portail pour s'approprier ma maison. « Tu as de la place, Julien », a dit ma mère, la voix dégoulinante de cette déception familière qu'elle utilisait comme une arme. « Ton frère mérite des vacances après tout ce qu'il a traversé. Ne sois pas si mesquin. » Ils m'ont ridiculisé auprès de quiconque voulait bien l'entendre, prétendant que j'accumulais une propriété de luxe pendant que ma propre chair et mon propre sang souffraient de la chaleur de la ville. Mais il y a un détail de taille qu'ils ignoraient. Ils pensaient que j'avais simplement acheté une petite maison de 4 chambres dans une copropriété surveillée. Ils n'avaient absolument aucune idée du piège juridique en béton armé que j'avais déjà tendu, ni d'à quel point cette montagne m'appartenait réellement. Et en ce moment même, alors qu'ils font face à un juge, implorant la clémence et essayant d'éviter une véritable peine de prison, ils comprennent enfin qui ils ont poussé à bout. Avant de vous raconter exactement comment j'ai démantelé l'arrogance de ma famille brique par brique, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que, parfois, le seul moyen de trouver la paix est de brûler les ponts. Et n'oubliez pas de me dire dans quel état ou pays vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment précis où la tempête a frappé mon portail. Il était exactement 14h17 un vendredi après-midi. Le soleil d'été cuisait le gravier de la route d'accès, créant une vague de chaleur vacillante juste au-dessus de la terre. Je me tenais sur le porche entourant mon chalet, une lourde tasse en céramique de café noir refroidissant dans ma main. Depuis ma position surélevée sur le flanc de la colline, j'avais un point de vue parfait et dégagé sur le lourd portail de sécurité en fer qui protégeait notre petite communauté de 14 propriétés. L'air de la montagne était d'un calme plat, à l'exception du chant d'une griffe des bois quelque part dans la lisière des arbres à l'est, puis le silence a été violemment brisé par le crissement des pneus et le vrombissement des moteurs. 3 véhicules sont arrivés, bloquant complètement l'entrée de la communauté. Ils ne se sont pas garés sur le côté. Ils se sont garés en plein milieu de la voie, manifestation physique de leur façon de vivre, prenant toute la place et s'appendant à ce que tout le monde manœuvre autour d'eux. Le premier véhicule était le gros SUV blanc immaculé de mon frère Marcus. C'était un véhicule de luxe qu'il n'avait absolument pas les moyens de s'offrir. Un leasing qu'il renouvelait sans cesse juste pour maintenir l'illusion de sa réussite. Derrière lui se trouvait le monospace de sa femme, Hélène, rempli jusqu'au toit de bagages, de frites de piscine, de serviettes de plage et d'énormes glacières en plastique. Et fermant la marche, il y avait une 3e berline. Je ne la reconnaissais même pas. 11 personnes. J'ai compté les silhouettes se pressant contre les vitres teintées. Mon frère, sa femme, leurs 3 enfants bruyants et indisciplinés, la sœur d'Hélène, ses enfants, et Dieu sait qui d'autre s'étaient entassés dans cette 3e voiture. Ils avaient fait 4 heures de route épuisante depuis la ville, s'attendant pleinement à entrer directement, à réquisitionner mes chambres, à piller mon réfrigérateur et à me traiter comme leur personnel de maison non payé pour les 14 prochains jours. J'ai regardé Marcus descendre de son SUV. Même à une distance d'un quart de mile, environ 400 mètres, je pouvais voir sa démarche arrogante et assurée. Il portait des lunettes d'aviateur de marque et un polo de créateur, ayant tout de l'entrepreneur technologique prospère qu'il prétendait désespérément être. Il s'approcha de l'interphone de la communauté, époussetant son short, s'attendant probablement à ce que le lourd portail en fer s'ouvre magiquement devant lui simplement parce qu'il existait. Au lieu de cela, Monsieur Harrison est sorti de sa guérite. Monsieur Harrison est le gérant de notre copropriété. C'est un militaire à la retraite, un vétéran qui dirige cette association de montagne avec la précision absolue d'un sergent instructeur. Il avait son presse-papier à la main, sa posture était complètement rigide, son uniforme impeccable malgré la chaleur de la montagne. J'avais mon téléphone dans ma poche. Il était complètement éteint. Je n'avais pas besoin de l'entendre sonner. Je n'avais pas besoin de voir les notifications s'accumuler. Je savais exactement ce qui se passait là-bas dans la poussière. Marcus a commencé à gesticuler dans tous les sens. Il montrait le portail du doigt.
Il montrait sa voiture. Il pointait le haut de la montagne, vers l'endroit où il supposait que se trouvait mon chalet. Je pouvais voir Monsieur Harrison secouer simplement la tête. Un nom lent, méthodique et inflexible. Puis Hélène est descendue du monospace. Elle a claqué sa portière. Elle s'est tenue les mains sur les hanches, sa voix forte et perçante remontant faiblement avec la brise de montagne. Elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. C'était le genre de femme qui exigerait de parler au directeur dans un supermarché juste pour ressentir un sentiment éphémère de pouvoir sur un employé payé au salaire minimum. Mais Monsieur Harrison n'était pas un adolescent effrayé travaillant à une caisse enregistreuse. C'était un homme qui ne jurait que par le règlement de la copropriété. Et ce règlement était très précis concernant les invités non enregistrés qui tentaient d'accéder à la propriété privée. Marcus a sorti son téléphone. Je l'ai regardé composer un numéro avec fureur. Il a porté le téléphone à son oreille, faisant les 100 pas devant le portail. Là-haut sur le porche, ma poche est restée silencieuse. Je ne ressentais rien. Pas d'anxiété, pas de culpabilité, pas de panique. Ma poitrine n'était pas serrée. Je n'hyperventilais pas. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, voir ma famille s'effondrer n'a pas plongé mon système nerveux dans un état de choc. Je les ai juste regardés se tenir dans la poussière, complètement exclus du paradis montagnard qu'ils pensaient pouvoir me voler. Monsieur Harrison a porté un talkie-walkie à sa bouche. Il l'a détaché de sa ceinture d'un geste lent et délibéré. C'était le signal. Au moment où il a appuyé sur ce bouton, j'ai su que Marcus avait franchi la ligne, passant du statut de parent agaçant à celui d'intrus actif. La police était appelée. J'ai pris une gorgée lente de mon café. Il était parfaitement amer. Je pensais que le pire était passé. Je pensais qu'ils allaient crier devant le portail pendant encore 10 minutes, réaliser qu'ils étaient vaincus, faire demi-tour avec leurs 3 voitures et faire 4 heures de route pour rentrer à la ville dans un silence humiliant. Je me trompais tellement. Ils n'allaient pas simplement s'en aller. Ils allaient essayer de me détruire. Pour vraiment comprendre comment nous en sommes arrivés à une impasse sur un chemin de gravier avec la police en route, il faut comprendre les 11 années de saignée qui ont précédé. Il faut comprendre la dynamique profondément toxique d'une famille qui fonctionne entièrement autour du culte de l'enfant doré. Dans ma famille, cette idole dorée était Marcus. Marcus a 6 ans de plus que moi. Et depuis le jour où on m'a ramené de l'hôpital, je n'étais rien de plus que son ombre. Nos parents, Eleanor et Arthur, adoraient littéralement le sol sur lequel ils marchaient. Marcus était charismatique. Il parlait fort. Il débordait constamment de ce que mes parents appelaient de brillantes idées révolutionnaires pour l'industrie. Il allait être un magnate de la technologie de la Silicon Valley. Il allait être un magnate de l'immobilier. Il allait révolutionner n'importe quel secteur sur lequel il venait de lire un article de blog le matin même. En réalité, il ne terminait jamais rien, mais il savait pertinemment comment parler de ses débuts. Moi, en revanche, j'étais juste Julian. Calme, régulier, un bruit de fond sans intérêt. Julian. Je n'avais pas de grand pitch de start-up. Je ne portais pas de costume de créateur et ne louais pas de voiture qui coûtait plus cher qu'un apport pour une maison. J'aimais travailler de mes mains. J'ai créé une entreprise modeste mais hautement spécialisée dans la restauration de meubles en bois anciens et la récupération architecturale. Je passais mes journées couverts de sueur, respirant l'odeur du vieux vernis et du chêne centenaire. Ce n'était pas glamour. Personne n'écrivait d'articles de magazine sur mon travail, mais cela payait mon salaire de manière fiable. Chaque vendredi, un chèque de paie arrivait sur mon compte bancaire. Mais dans ma famille, stable signifiait ennuyeux. Ennuyeux signifiait invisible. Et invisible signifiait que je n'existais que pour être utile. Sur une période d'une décennie, Marcus a lancé et liquidé 4 entreprises différentes. À chaque fois, les retombées étaient catastrophiques. Et à chaque fois, mes parents intervenaient pour le protéger des conséquences de sa propre arrogance. Quand Marcus a dilapidé son propre fonds d'études en faisant la fête et en faisant du réseautage, mes parents ont discrètement vidé mon fonds d'études pour rembourser ses prêts commerciaux de plus en plus lourds. Je l'ai découvert quand j'avais 17 ans, assis à la table de la cuisine, tenant une lettre d'admission à l'université que je ne pouvais soudainement plus m'offrir. Mon père m'a juste tapoté l'épaule et a dit « Tu es un garçon intelligent, Julian. Tu peux financer tes études dans un collège communautaire en travaillant. Ton frère est sur le point de faire une percée.
Nous devons soutenir sa vision. Lorsque sa deuxième entreprise a fait faillite, mon père a puisé massivement dans son compte de retraite pour éviter que l'immense maison de banlieue de Marcus ne soit saisie. Ils ont hypothéqué leur avenir pour protéger son présent. Et moi, je suis devenu le filet de sécurité permanent. Chaque fois que Marcus échouait, on s'attendait à ce que je prenne le relais sur les plans financiers et émotionnels. La famille est de la famille, Julian, disait ma mère. Je me souviens très bien des dîners de Thanksgiving où Marcus s'asseyait en bout de table, versant du vin cher qu'il n'avait pas payé, parlant fort de son prochain grand projet. Mes parents le regardaient avec des yeux brillants. Pendant ce temps, je glissais discrètement ma carte de crédit à ma mère dans la cuisine pour payer la facture d'électricité de leur maison parce qu'ils lui avaient donné toute leur liquidité. Je faisais des doubles services. Je prenais des travaux de restauration le week-end qui me détruisaient le bas du dos. J'ai conduit une vieille camionnette de 1998 au pare-brise fissuré pendant 10 ans alors que Marcus louait des voitures de luxe pour projeter une image de réussite auprès de ses investisseurs. Je mangeais des nouilles ramen bon marché à mon établi tout en regardant des photos Instagram de Marcus et Hélène dînant dans des steakhouse 5 étoiles. Mais j'avais un secret. Lorsque ma grand-mère est décédée, elle a laissé un modeste héritage parce qu'elle voyait exactement ce que faisaient mes parents. Elle les a complètement contournés et a placé l'argent dans un compte fiduciaire qui m'a été transféré directement à mes 21 ans. Ce n'était pas des millions, mais c'était suffisant. Je n'en ai jamais touché un seul centime. Je l'ai caché dans un compte bancaire obscur dont mes parents ignoraient l'existence. Je le gardais comme un dragon dormant sur une unique pièce d'or. Je savais avec une certitude absolue que s'il découvrait un jour cet argent, il disparaîtrait dans le gouffre sans fond des dettes de Marcus en moins d'une semaine. Il pleurerait. Il supplierait. Il me traiterait de monstre et il le prendrait. J'ai passé 11 ans à encaisser, à m'adapter et à m'effacer. Je les ai laissés me traiter comme un personnage secondaire dans le grand film de la vie de Marcus. Je gérais leurs sentiments. J'avalais ma fierté. Mais quelque chose de fondamental a changé en moi au début de la trentaine. L'épuisement a cessé d'être purement physique. Il s'est installé au plus profond de mes os. Je me suis réveillé un matin, j'ai regardé le plafond de mon appartement bon marché et j'ai réalisé avec une clarté terrifiante que si je ne les arrêtais pas, ils consumeraient ma vie entière. Je me réveillerais à 60 ans avec un dos brisé, un compte bancaire vide et une famille qui en attendrait toujours plus. J'avais besoin d'un sanctuaire. J'avais besoin d'une forteresse physique où mon téléphone ne sonnerait pas pour me réclamer de l'argent, où je n'aurais pas à justifier mon existence. C'est alors que j'ai trouvé le chalet. Il était sur le marché depuis 94 jours. Le marché immobilier à la montagne était calme et la propriété nécessitait quelques travaux, mais elle offrait 4 belles chambres entourées de 50 acres de forêt ancienne, avec un ruisseau cristallin traversant la lisière et de la propriété. Dès que j'ai conduit ma vieille camionnette sur le chemin de gravier et que j'ai posé le pied sur ce porche panoramique, j'ai senti mes épaules se détendre. J'ai respiré l'odeur du pain et de la terre humide. Et pour la première fois en 10 ans, ma mâchoire s'est desserrée. Je l'ai acheté entièrement en secret. Chaque dollar provenait de l'héritage de ma grand-mère et de 11 ans d'épargne agressive et douloureuse. Pas de garant, pas de prêt familial, pas d'hypothèque bancaire. Je l'ai acheté en espèces, tout seul. Je me souviens du jeudi matin où je me suis assis dans le bureau du notaire pour signer l'acte de vente. Le notaire était une femme d'une 60aine d'années aux yeux bienveillants et perspicaces. Elle m'a regardé lire méticuleusement chaque page. Lorsqu'elle a tamponné le dernier document, elle a levé les yeux, a fait glisser la lourde pile de papier sur le bureau en acajou et a souri chaleureusement. « Félicitations, Julian », a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. « C'est une étape importante d'acheter une telle propriété entièrement content. Vous devriez être extrêmement fier de vous. » J'ai dû baisser les yeux sur mes mains parce que mes yeux me brûlaient de larmes soudaines. Je n'étais pas préparé à cela. C'était la toute première fois de ma vie d'adulte que quelqu'un reconnaissait mon travail acharné sans faire suivre immédiatement cette remarque d'une demande de service. Pendant les 2 premiers mois, ce fut un paradis absolu. J'y passais absolument tous mes week-ends. J'ai peint les murs. J'ai réparé la plomberie sous l'évier de la cuisine. Je m'asseyais sur le porche et j'écoutais l'eau couler. Je dormais toute la nuit sans me réveiller en sueur froide à cause de l'hypothèque de mes parents. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Marcus. J'existais dans une bulle de silence parfaite. Mais garder un secret aussi énorme et lourd à porter.
On a envie de partager sa joie. On veut que quelqu'un soit fier de nous. Et finalement, l'isolement a altéré mon jugement. J'ai commis une erreur monumentale et catastrophique. Je me suis confié à ma tante Clara. Clara était la sœur de ma mère, mais elle avait toujours semblé différente, légèrement en marge du culte familial voué à Marcus. Elle me glissait parfois des billets de 20 $ en douce quand j'étais adolescent. Elle me disait souvent que j'étais un travailleur acharné. Je pensais qu'elle me comprenait. Je croyais sincèrement qu'elle mesurait la profonde injustice de la façon dont mes parents me traitaient. Un dimanche matin, autour d'une tasse de café noir et d'une assiette d'œufs dans un restaurant local, j'ai craqué et je lui ai tout dit. Je lui ai dit que j'avais acheté une maison dans la montagne. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des photos du ruisseau, du porche, de la brume matinale enveloppant les arbres. Je lui ai raconté à quel point c'était incroyablement paisible d'avoir enfin quelque chose qui m'appartenait entièrement. Clara a souri. Elle a tendu la main sur la table collante du restaurant, m'a tapoté la main et m'a dit qu'elle était tellement heureuse pour moi. Elle m'a dit que je le méritais. Elle a essuyé une larme. J'aurais dû m'en douter. Dans un système familial toxique, il n'y a pas de parti neutre. Tout le monde est un rouage de la machine. Je suis rentré à mon appartement cet après-midi-là, l'esprit plus léger, pensant que j'avais enfin une alliée dans la famille. Je ne me rendais pas compte que je venais de donner à l'ennemi les coordonnées GPS exactes de ma forteresse cachée. L'illusion de paix a volé en éclats exactement 3 jours plus tard. Elle ne s'est pas dissipée lentement. Elle a explosé comme une bombe dans mon salon. C'était un mardi soir. J'étais assis à mon petit bureau dans mon appartement en ville, passant en revue des factures complexes pour mon entreprise de restauration, essayant de faire correspondre les reçus. L'appartement était calme. Puis mon téléphone a vibré violemment contre le bois. L'écran s'est allumé dans la pièce sombre. L'identité de l'appelant affichait le nom de Marcus. Mon estomac s'est instantanément noué dans une douleur familière et angoissante. Mon rythme cardiaque a bondi. Marcus n'appelait jamais pour prendre des nouvelles. Marcus n'appelait jamais pour demander comment se passait ma journée. Marcus appelait quand il avait besoin d'argent, quand il avait besoin d'un garant pour un prêt sur lequel il allait faire défaut, ou quand il avait besoin de main-d'œuvre gratuite pour déménager les meubles de son dernier bureau en faillite. J'ai fixé le téléphone. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher, contractant chaque muscle de mon corps. « Allô » ai-je dit, gardant ma voix aussi plate et neutre que possible. « Julien, mon petit frère. » Sa voix résonnait à travers le haut-parleur, vibrant presque de cette énergie artificielle de vendeur d'élite qu'il utilisait toujours lorsqu'il était sur le point de forcer la main à quelqu'un. « Comment se passe ta nouvelle retraite en montagne ? Tu nous cachais des choses, mon vieux. Petit cachotier. » Le sang s'est retiré de ma tête si vite que j'ai eu un vertige. Je me suis figé. L'air dans mon appartement m'a soudain paru incroyablement rare. « Qui te l'a dit ? » « Oh, tante Clara a vendu la mèche à maman, et maman me l'a dit, » a dit Marcus en riant bruyamment. C'était ce rire détaché et décontracté qui signifiait qu'il s'appropriait déjà ma vie. Franchement, je suis un peu vexé que tu ne nous l'aies pas dit, mais c'est pas grave. En fait, ça tombe à pic. Écoute, Hélène et moi cherchions un endroit où emmener les enfants pour l'été. Les prix des locations sur Airbnb sont complètement délirants en ce moment. Et puis maman appelle et nous dit, Julien a une immense maison de 4 chambres qui reste vide là-haut dans les bois. Il n'a même pas fait de pause pour reprendre son souffle. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas demandé comment j'avais réussi à m'offrir une maison avec un salaire de restaurateur. Il ne m'a pas félicité. Il a immédiatement bifurqué sur la façon dont le fruit de mes 11 années d'efforts acharnés pouvait servir son confort immédiat. Alors, voici le plan. On arrive vendredi prochain, a déclaré Marcus, sur un ton ne laissant absolument aucune place à la discussion. Il y aura moi, Hélène, les 3 enfants. Oh, et la sœur d'Hélène nous rend visite depuis un autre état, donc elle amène aussi ses 2 enfants. Et Léo, le frère d'Hélène, viendra peut-être pour le week-end. Ce sera génial. Une vraie réunion de famille en pleine nature. Assure-toi que le frigo est plein, d'accord ? Les enfants sont très difficiles sur la nourriture en ce moment. Hélène t'enverra une liste de courses demain pour que tu puisses aller au magasin avant notre arrivée. Je suis resté parfaitement immobile, fixant d'un œil vide les veines de mon bureau en bois. Mon esprit tentait d'assimiler l'audace pure et simple de ces paroles.
11 personnes. Il invitait 11 personnes dans une maison qu'il n'avait jamais vue, une maison qui ne lui appartenait pas, pour laquelle il n'avait pas dépensé un seul centime, et il me donnait une liste de courses. Il s'attendait pleinement à ce que je finance leurs 2 semaines de vacances, que je prépare le repas, que je nettoie derrière ces enfants indisciplinés. Et probablement que je dorme sur le canapé du salon dans ma propre maison pendant que lui et Hélène s'installeraient dans la chambre principale. Marcus, ai-je dit, ma voix résonnant bizarrement vide à mes propres oreilles. Ça fait beaucoup de monde. Je ne suis pas vraiment équipé pour recevoir des invités en ce moment. La maison n'est pas prête. Oh, arrête de faire ton cinéma, a-t-il ricané, son ton amical laissant instantanément place à un agacement tranchant. C'est une maison, Julian. Elle a des murs et un toit. On apportera des sacs de couchage pour les enfants. C'est pas la mer à boire. La famille partage. Ne sois pas égoïste quand tu es assis sur une mine d'or. Ne sois pas égoïste. C'était là la devise de la famille. L'arme absolue qu'ils avaient utilisée pour me maintenir au pas, pour me garder insignifiant, pour me saigner à blanc pour eux pendant plus d'une décennie. Je vais y réfléchir, ai-je dit doucement, agrippant le bord du bureau. Il n'y a rien à réfléchir, Julian. On sera là vers 14h vendredi. Laisse le code du portail au gardien pour qu'on n'ait pas à attendre. Il a raccroché. Comme ça, d'un coup, la ligne s'est coupée. J'ai lentement abaissé mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de peur. Ce n'était pas cette vieille panique familière de savoir comment j'allais pouvoir payer tout ça. C'était une rage blanche, soudaine et aveuglante. 10 minutes plus tard, l'appareil a vibré de nouveau. C'était tante Clara. J'ai répondu. Bonjour, Julian, mon chéri, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'une douceur mielleuse et hypocrite. J'ai cru comprendre que tu avais parlé à ton frère. Je suis si contente. Ça va vous faire tellement de bien à tous de passer du temps ensemble. Tu sais à quel point Marcus est stressé avec l'échec de son dernier projet. Il a besoin d'une pause en pleine nature. Tu lui as dit, ai-je dit d'une voix de plomb. Je t'avais demandé de garder ça pour toi, Clara. Je t'ai regardé dans les yeux et je t'ai demandé de ne rien dire. Voyons, Julian, a-t-elle soupiré, sur ce ton condescendant que les adultes utilisent pour gronder les enfants capricieux. Tu ne peux pas cacher toute une maison à ta famille. C'est hypocrite. Et puis, il avait vraiment besoin d'une victoire. Et pour être tout à fait honnête, je lui ai envoyé les coordonnées GPS de la photo que tu m'as montrée. C'est ton frère. Tu lui dois bien un peu de bienveillance. Elle lui avait envoyé les coordonnées. Quelque chose en moi, une vieille chaîne lourde et rouillée qui m'avait maintenu enchaîné aux attentes toxiques de cette famille, cette chaîne qui me faisait croire que je leur devais ma vie, s'est enfin brisée. Ce fut une rupture nette, tranchante et violente. Le Julian qui aurait paniqué, nettoyé la maison, fait les courses et encaissé les brimades n'existait plus. Il était mort là, à ce bureau. Je n'ai pas crié sur Clara. Je ne me suis pas disputé. Je n'ai pas expliqué mes sentiments. J'ai simplement éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai écrit un SMS à Marcus. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je ne me suis pas excusé. J'ai écrit exactement 3 phrases, je ne suis pas prêt à recevoir des invités. La propriété n'est pas disponible la semaine prochaine. Ne viens pas ici. J'ai appuyé sur envoyer. Et puis, j'ai commencé à me préparer à la guerre. Les retombées ont été immédiates, violentes et prévisibles. Moins de 30 secondes après que j'ai envoyé ce SMS, Marcus a appelé. J'ai vu son visage clignoter sur l'écran. J'ai ignoré l'appel. Il a rappelé, j'ai ignoré à nouveau. Puis est arrivé un déluge de SMS, faisant briller mon téléphone comme une machine à sous. C'est quoi ton putain de problème? Hélène a déjà fait les valises des enfants. Tu gâches tout leur été, espèce d'égoïste de merde. Rappelle-moi tout de suite où j'appelle maman. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je l'ai posé face contre table sur le bureau, et j'ai laissé le poison s'accumuler dans l'obscurité. Au lever du soleil le lendemain matin, mes parents avaient été pleinement activés comme ces chiens d'attaque. Ma mère a laissé un message vocal de 5 minutes, retournant contre moi la moindre bribe de culpabilité qu'elle avait instillée dans mon cerveau depuis mon enfance.
Elle m'a dit que j'étais arrogant. Elle m'a dit qu'avoir un peu d'argent m'avait transformé en un monstre froid et sans cœur. Elle a évoqué toutes les fois où il m'avait nourri et habillé quand j'étais enfant, comme si le rôle parental de base était une dette financière que je devais rembourser en laissant Marcus s'accaparer mes biens immobiliers. Mon père a envoyé un unique SMS glacial, destiné à me blesser au plus profond de moi-même, déçu par l'homme que tu es devenu. Règle ça avec ton frère immédiatement, ou ne prends même pas la peine de venir pour Thanksgiving. J'ai lu le SMS. J'ai ressenti un bref pincement de douleur pour les parents que j'aurais aimé avoir. Et puis j'ai supprimé le message. Je ne leur ai pas répondu. J'étais trop occupé à exécuter un plan de défense juridique et physique. La première chose que j'ai faite a été de me rendre dans les bureaux du centre-ville de Victoria Sterling. Victoria était une avocate spécialisée en immobilier haut de gamme, réputée dans le comté pour être absolument impitoyable. Je ne voulais pas d'un médiateur familial. Il voulait un requin du barreau. Je suis entré dans son bureau élégant aux parois de verre, je me suis assis à son immense table de conférence et j'ai étalé tous les documents en ma possession, le titre de propriété, le règlement de la copropriété, l'assurance de titre, les SMS. Elle les a examinés dans un silence complet, son stylo tapotant en rythme sur le bureau en acajou. Mon frère va essayer de s'introduire de force sur ma propriété ce vendredi, lui ai-je dit sans détour, en la regardant droit dans les yeux. Il pense que les liens familiaux l'emportent sur le droit de propriété. Je dois m'assurer qu'il comprenne la différence à ses dépens. Victoria a levé les yeux, une lueur d'approbation acérée dans le regard. Monsieur Harrison gère le portail de votre copropriété, n'est-ce pas? Le militaire à la retraite. Oui. Très bien. Harrison ne plaisante pas avec les accès non autorisés, a-t-elle dit. Elle s'est penchée en avant, croisant les doigts. Nous allons rédiger une mise en demeure formelle dès maintenant, mais nous ne l'enverrons pas tout de suite. L'envoyé lui donnerait le temps de s'adapter. S'il se présente vendredi, il sera en infraction pour violation de propriété. S'il tente de forcer l'entrée au-delà du portail, cela deviendra une affaire pénale. Êtes-vous prêt à porter plainte au pénal contre votre propre frère, Julian? Sans la moindre hésitation, j'ai répondu, pesant chaque syllabe, oui. J'ai quitté le bureau de Victoria avec l'impression de porter une armure. J'ai conduit directement jusqu'à la montagne pour rencontrer Monsieur Harrison en personne. Nous nous sommes tenus à l'intérieur de sa guérite climatisée, passant en revue le règlement de la copropriété ligne par ligne. Tout invité non propriétaire séjournant plus de 72 heures devait être enregistré à l'avance. Tout invité arrivant sans la présence du propriétaire dans le véhicule nécessitait un consentement écrit explicite du jour même, soumis au bureau de gestion. Je vous informe officiellement, Monsieur Harrison, que je n'ai aucun invité autorisé pour l'avenir prévisible, lui ai-je dit. Si quiconque prétendant faire partie de ma famille se présente ici vendredi, refusez-lui l'entrée. Ne vous laissez pas intimider. Ne m'appelez pas pour demander une exception. Monsieur Harrison a ajusté ses lunettes, me regardant avec un respect nouveau. Je fais ce travail depuis 16 ans, Julian. Personne ne m'intimide à mon portail. S'il refuse de partir, j'appelle le shérif. Merci. J'ai ressenti un profond sentiment de sécurité. J'avais construit les murs. J'avais posté les gardes. Mais plus tard cette nuit-là, j'ai découvert jusqu'où s'étendait réellement le délire et la cupidité de Marcus. J'étais allongé sur le canapé en cuir de mon chalet, faisant défiler machinalement des pages sur mon ordinateur portable pour me détendre, quand j'ai décidé de consulter la page Facebook d'Hélène. Nous n'étions pas amis sur la plateforme, mais son profil était entièrement public car elle s'imaginait être une influenceuse, art de vivre. Tout en haut de son fil d'actualité, épinglé à la vue de tous, se trouvait une publication qui a glacé le sang dans mes veines. C'était une photo lourdement filtrée et magnifiquement éclairée de mon chalet, l'image exacte que tante Clara avait dû prendre lorsque je lui avais montré mon téléphone au restaurant. La légende disait, tellement ravi d'annoncer le lancement de notre toute nouvelle entreprise familiale. Marcus et moi lançons une éco-retraite de luxe dans les magnifiques montagnes de Blue Ridge. Place limitée disponible pour les réservations d'été. Contactez-nous par message privé pour des opportunités d'investissement et des tarifs de location préférentiels. Nous avons hâte de vous accueillir. J'ai fixé l'écran, mon esprit peinant à assimiler l'ampleur d'une telle audace. Marcus ne venait pas seulement ici pour passer des vacances familiales gratuites. Il utilisait une photo volée de ma maison pour solliciter des fonds d'investissement auprès de son réseau pour une énième fausse start-up.
Il vendait activement des réservations pour une maison qui ne lui appartenait pas, à laquelle il n'avait pas accès, et pour laquelle il n'avait pas versé un sou. Il essayait de transformer mon sanctuaire en sa vache à lait personnelle pour se remettre de sa dernière faillite. Il prévoyait d'amener ces 11 personnes ici pour réaliser des supports promotionnels pour sa fraude. Un calme froid, dur et terrifiant m'a envahi. Toute culpabilité résiduelle que je pouvais ressentir à l'idée d'exclure ma famille s'est entièrement évaporée dans l'air de la montagne. Ce n'était pas une famille. C'étaient des parasites à la recherche d'un nouvel hôte. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai enregistré la publication, les commentaires des personnes demandant les tarifs, et les réponses qu'elles donnaient par message dans le fil public. J'ai compilé le tout dans un dossier numérique sécurisé et l'ai envoyé par email directement à Victoria Sterling avec pour objet, preuve de fraude. J'ai passé la nuit de jeudi à dormir mieux que je ne l'avais fait en 10 ans. Je me suis réveillé le vendredi matin, j'ai préparé une cafetière et je suis sorti sur le porche. J'ai observé le chemin de gravier. J'ai écouté le vent s'engouffrer dans les 50 acres de pinède qui m'appartenaient entièrement, et j'ai attendu que la tempête arrive à mon portail, sachant pertinemment que c'était moi qui tenais la foudre. La poussière de la montagne retombait encore en un nuage épais et brumeux sur le gravier lorsque j'ai vu Marcus fouiller du côté passager de son SUV Porsche blanc immaculé. Il ne se contentait plus de saisir son smartphone pour composer à nouveau mon numéro avec colère. Il sortait une épaisse chemise cartonnée marron. Même depuis mon poste d'observation là-haut sur le Porsche à 400 mètres de là, je pouvais voir clairement la posture rigide et profondément arrogante de ses épaules. Il a claqué la portière de sa voiture, et retourné d'un pas déterminé vers la guérite de Monsieur Harrison, a tapé la chemise contre l'interphone métallique et a sorti une lourde pile de papier. Il souriait. Je pouvais voir le reflet de ses dents, même à cette distance. C'était ce sourire narquois, écœurant et totalement suffisant qu'il arborait toujours lors des réunions de famille lorsqu'il pensait avoir été plus malin que tout le monde. C'était exactement la même expression qu'il avait sur le visage il y a 10 ans, lorsqu'il a convaincu mes parents de vider mon fonds d'études pour couvrir sa deuxième entreprise en faillite. Je n'avais pas besoin de jumelles pour savoir exactement ce que contenait cette chemise marron. C'était son ultime atout. C'était le faux acte de propriété, la fausse déclaration d'intérêt affirmant qu'il était un partenaire financier et investisseur principal dans ma propriété de montagne. Il l'avait vraiment fait. Mon propre frère avait fabriqué un document juridique totalement frauduleux, falsifié ma signature avec une assurance terrifiante, et l'avait apporté lors d'une confrontation physique à mon portail. Il croyait fermement que mon habitude de toujours céder, mon passé à encaisser ses abus pour préserver la paix, allait par magie valider sa fraude criminelle. Il pensait sincèrement que le simple poids de sa voix tonnante et de son assurance factice transformerait le mensonge en vérité. J'ai tourné le dos à la vallée. Je suis retourné lentement à l'intérieur du chalet. La climatisation centrale vrombissait doucement, maintenant l'épaisse humidité de juillet totalement à distance. Je suis allé dans la cuisine, j'ai pris mes lourdes clés en laiton sur l'îlot en granit, j'ai attrapé une bouteille d'eau fraîche dans le réfrigérateur et je suis sorti par la porte arrière là où ma vieille et fidèle camionnette de restauration était garée. Je ne me suis pas pressé. Je n'ai pas couru. J'ai démarré le moteur, j'ai passé la vitesse et j'ai commencé à descendre lentement la route d'accès escarpée et sinueuse menant au portail de sécurité principal. Au moment où les pneus de ma camionnette ont atteint la partie plate de gravier derrière la guérite de Monsieur Harrison, la situation avait rapidement dégénéré, passant d'un différend familial tendu à un immense spectacle public. Marcus hurlait à plein poumon. Hélène se tenait agressivement à ses côtés, les bras fermement croisés sur sa poitrine, filmant activement Monsieur Harrison avec son dernier smartphone. Derrière eux, Oliver, le fils de Marcus âgé de 16 ans, s'appuyait contre le capot poli de la Porsche, fixant le garde de sécurité d'un regard noir comme s'il possédait toute la chaîne de montagne. Les autres enfants plus jeunes pleurnichaient bruyamment à l'arrière du monospace. Les portes latérales coulissantes étaient grandes ouvertes, laissant entrer l'oppressante et lourde chaleur estivale directement dans leur bulle climatisée, les rendant encore plus malheureux. Et venant se garer juste derrière leur ridicule blocus de 3 voitures, il y avait l'agent Miller du département du shérif du comté. Les gyrophares du lourd véhicule de patrouille clignotaient en silence, projetant des reflets bleus et rouges vifs et rythmés contre le fer sombre du portail de la copropriété et les pins environnants. J'ai garé ma camionnette, je suis descendu sur le gravier et je me suis appuyé confortablement contre le montant de la portière de mon véhicule. Je n'ai pas dit un seul mot. Je n'ai pas annoncé ma présence. J'ai juste croisé les bras et regardé le chaos se dérouler. Finalement,
Marcus a levé théâtralement les mains en l'air tandis que l'agent Miller s'approchait du groupe. Agent, Dieu merci vous êtes là. Ce vigile de pacotille retient ma famille en otage sur une voie publique. Je suis légalement copropriétaire du bien immobilier là-haut sur la colline et cet homme restreint illégalement notre accès. Je veux qu'on le dégage immédiatement. L'agent Miller était un homme grand, de forte carrure, avec une épaisse moustache, qui semblait n'avoir absolument aucune patience pour les riches touristes de la ville apportant leurs drames fabriqués dans sa juridiction tranquille. Il a passé lentement ses pouces dans son lourd ceinturon de service en cuir et a regardé d'un œil critique les 3 véhicules qui bloquaient complètement l'accès pompier. « Personne ne vous retient en otage, monsieur », a dit l'agent Miller, d'une voix basse et autoritaire. « Je ne pars absolument pas », a répliqué Marcus, faisant un pas en avant et poussant agressivement la chemise marron vers le torse de l'agent. J'ai les documents officiels juste ici. Mon jeune frère a acheté cette propriété, mais j'ai fourni le capital le plus lourd pour l'apport et les rénovations. Nous sommes légalement copropriétaires. Mon nom figure juste là sur la déclaration d'intérêt. C'est un différend familial privé et ce garde de sécurité dépasse ses droits légaux. Je veux qu'il soit verbalisé pour harcèlement et je veux que ce portail en fer soit ouvert immédiatement. Hélène est intervenue, s'approchant et pointant son téléphone directement vers le visage de l'agent. L'agent Miller a pris la liasse de papier des mains de Marcus. Il a froncé les sourcils, sortant une paire de lunettes de lecture de la poche de son uniforme et parcourant le texte juridique dense. Pendant une fraction de seconde, un frisson de doute froid et aigu a tenté de s'insinuer dans mon esprit. Et si la contrefaçon était vraiment bien faite? Et si le sceau du notaire avait l'air parfaitement authentique? Et si l'agent décidait simplement qu'il s'agissait d'une affaire civile, levait les épaules et demandait à Monsieur Harrison de les laisser passer juste pour éviter un scandale un vendredi après-midi? C'était exactement le scénario sur lequel Marcus basait tout son plan. Il comptait énormément sur la loi du moindre effort. Il savait que la police détestait s'occuper de querelles immobilières familiales complexes. Il pensait pouvoir facilement intimider son monde pour accéder à mon Porsche, et il savait qu'une fois les valises de ses enfants déballées dans mes chambres d'amis, il faudrait des mois de bataille juridique féroce et des milliers de dollars de frais d'avocat pour l'expulser formellement. Monsieur Harrison, a dit lentement l'agent Miller, levant les yeux du document frauduleux. Ces documents ressemblent à une déclaration d'intérêt notariée. Il désigne explicitement Marcus ici présent comme un contributeur financier majeur à ce bien immobilier. Avez-vous des instructions contraires du propriétaire principal figurant sur le titre concernant l'accès? M. Harrison a regardé directement par-dessus l'épaule de l'officier de police et a croisé mon regard. Il a fait un geste de tête nette, presque imperceptible, en signe de reconnaissance. J'ai des instructions directes, verbales et écrites, du seul propriétaire de la propriété, Julian. Aucun invité, aucune famille élargie, absolument aucune exception sous aucun prétexte. Marcus a enfin tourné la tête. Il m'a vu, debout en silence près de ma camionnette de travail poussiéreuse. Son visage s'est instantanément éclairé d'un sourire prédateur et victorieux. Il pensait m'avoir complètement coincé. Il pensait que la présence imposante des forces de l'ordre, sa femme hurlante, les enfants en pleurs et les documents d'apparence officielle allaient instantanément déclencher mon conditionnement psychologique de toujours. Il s'attendait à ce que je me soumette, m'excuse et fasse la paix. Julian, a crié Marcus, marchant agressivement vers le portail, agrippant les épais barreaux de fer des 2 mains. Dis à cet abruti de garde d'ouvrir ce putain de portail. Cette plaisanterie pathétique a assez duré. Maman va faire une crise cardiaque quand elle va savoir ce que tu fais subir à ta propre famille. Ouvre le portail, laisse-nous déballer nos bagages et on pourra discuter de ton petit problème d'attitude à l'intérieur autour d'une bière. Il continuait son manège, debout là avec un document falsifié passible de poursuite criminelle dans les mains d'un policier armé. Il me parlait toujours comme si j'étais un adolescent désobéissant qui avait oublié la place qui lui était assignée dans la hiérarchie familiale. Il était complètement aveugle à la réalité terrifiante de la situation parce que son sentiment d'impunité était absolu. J'ai passé la main dans ma camionnette, j'ai bu une longue gorgée de ma bouteille d'eau et je l'ai rebouchée fermement. J'ai regardé Marcus. J'ai regardé le visage rouge de colère d'Hélène, puis j'ai regardé les visages ahuris et profondément mal à l'aise de la belle famille d'Hélène, assise en silence dans la 3e voiture. Je n'ouvre pas le portail, Marcus, ai-je dit, ma voix résonnant clairement et calmement dans l'air tranquille de la montagne. Et tu n'entreras jamais ici. J'ai les documents légaux, Julian, a hurlé Marcus, son visage prenant une teinte violette laide et marbrée.
Il a pointé l'agent d'un geste frénétique. J'ai l'accord financier signé. Tu ne peux pas m'exclure ainsi de mon propre investissement. Agent, dites-lui d'ouvrir le portail. L'agent Miller m'a regardé, le visage se durcissant. Monsieur, êtes-vous Julian? S'agit-il de votre signature authentique sur ce document, reconnaissant sa part financière majeure dans ce bien immobilier? Je n'ai même pas eu l'occasion d'ouvrir la bouche pour lui répondre car, à ce moment précis et parfait, une élégante berline Mercedes noire de jet s'est garée sans bruit derrière la voiture de police aux gyrophares allumés. La portière du conducteur s'est ouverte en douceur, et une paire d'escarpins noirs de grande marque a pris appui fermement sur le gravier. Victoria Sterling était arrivée, et elle apportait avec elle l'apocalypse juridique absolue. Victoria Sterling a ajusté le col de son blazer de créateur impeccable, a pris sa lourde mallette en cuir sur le siège passager et est passée devant le ridicule blocus de monospace et de SUV de luxe avec l'assurance terrifiante et inébranlable d'une femme dont le métier est de détruire les hommes. Arrogant. Elle n'a pas même jeté un regard à Marcus. Elle a complètement ignoré le téléphone d'Hélène qui filmait. Elle s'est dirigée droit vers l'agent Miller, lui tendant la main et lui remettant une carte de visite brillante sur papier cartonné épais. Agent Miller, bonjour. Je vous présente mes excuses pour la perturbation de votre patrouille. Je suis Victoria Sterling, associée principale chez Sterling & Hay, cabinet d'avocats spécialisé en immobilier en ville. Je représente Julian. Elle a enfin tourné son regard acéré et calculateur vers Marcus, le toisant de la tête aux pieds comme s'il était une traînée de boue curieuse sur l'asphalte. Et je suis fermement convaincu que vous tenez actuellement un document frauduleux fabriqué de toutes pièces par cet homme. Marcus a éclaté de rire, mais c'était un son aigu, incroyablement nerveux, dénué de toute conviction réelle. Frauduleux? Vous êtes complètement folle, ma parole? C'est un accord légalement notarié. Il y a la signature de mon frère tout en bas de la page. Il l'a signé le mois dernier quand je lui ai remis $20 000 en espèces sonnantes et trébuchantes pour couvrir ses travaux de plomberie. Il mentait si facilement. Il avait inventé de toutes pièces un investissement fictif de $20 000 en espèces alors qu'il se tenait à 1 mètre d'un officier de police assermenté. C'en était presque impressionnant à voir si ce n'était pas si profondément pathétique. Un accord notarié, a répété Victoria, savourant les mots, sa voix parfaitement fluide et d'un calme mortel. Elle a déverrouillé les fermoirs en laiton de sa mallette et a sorti un dossier juridique épais et impeccablement relié. C'est absolument fascinant, Marcus, car le tampon officiel du notaire sur votre petit document appartient à un certain monsieur David Chin, dont le cabinet est situé dans le quartier financier. J'ai eu une conversation téléphonique très enrichissante avec monsieur Chinto ce matin. Il a confirmé qu'il avait effectivement tamponné un document pour vous mardi dernier. Cependant, il a également fourni avec plaisir à mon cabinet les images de la caméra de sécurité haute définition de sa salle d'attente. Ces images vous montrent clairement entrer dans son établissement avec un homme qui n'est très certainement pas mon client, Julian, pour signer ce papier. Le visage de Marcus s'est instantanément et complètement vidé de ses couleurs. Son sourire narquois, arrogant et prédateur a disparu, remplacé par l'expression bouche bée et terrifiée d'un homme qui réalise soudain qu'il vient de s'élancer avec assurance du haut d'une falaise géante en pleine obscurité. De plus, a poursuivi Victoria, sa voix s'élevant légèrement pour capter l'attention absolue de toutes les personnes présentes. Elle a remis une pile épaisse de documents certifiés par la banque directement à l'agent Miller. J'ai des déclarations sous serment et notariées de la banque principale de Julian, prouvant de manière définitive que chaque dollar utilisé pour acheter cette propriété de montagne provenait directement d'un compte fiduciaire d'héritage privé unique laissé par sa défunte grand-mère. Marcus n'a jamais versé un seul centime sur les comptes de mon client, et il n'a jamais payé de salaire, de facture ou d'hypothèque pour mon client. Ce document que vous tenez, agent, est une grossière contrefaçon. Le présenter constitue une fraude criminelle, un vol d'identité et l'acte criminel de tentative d'enregistrement d'un faux document pour voler un bien immobilier. Hélène a lentement abaissé son smartphone. Elle avait la bouche grande ouverte sous le choc. Elle regardait frénétiquement Victoria, son mari Marcus, puis à nouveau la terrifiante avocate. Marcus, a-t-elle chuchoté, la voix tremblant violemment. De quoi parle-t-elle au nom de Dieu? Tu m'as juré que tu avais acheté des parts de cette maison. Tu m'as montré les virements bancaires. Tais-toi, Hélène. Ferme-la, a lancé Marcus, une panique pure transperçant enfin sa façade qui s'écroulait. Il s'est retourné vers l'officier de police, levant les mains en signe de défense. Il essayait encore désespérément de franchir le portail en fer,
même après avoir été pris en flagrant délit de mensonge criminel majeur devant une avocate. Son instinct le plus profond était de foncer et d'occuper physiquement mon espace. « Oh, vous n'allez certainement pas entrer », a dit Victoria, un sourire froid et impitoyable étirant le coin de ses lèvres. « En fait, vous devez reculer immédiatement. » Ou bien quoi, a ricané Marcus, bombant le torse, tentant désespérément de retrouver sa fierté brisée devant la famille de sa femme. « Je me tiens sur une route d'accès public du comté. Vous ne pouvez pas me toucher ici, madame. Ce sont mes impôts qui paient ce gravier. » C'était le moment précis. C'était le piège écrasant que j'avais passé les dernières 48 heures à mettre au point avec Victoria. Je me suis avancé depuis ma camionnette jusqu'à me tenir directement de l'autre côté du lourd portail en fer, à quelques centimètres du visage en sueur de Marcus. « Marcus », ai-je dit doucement, plongeant mon regard dans ses yeux paniqués. « As-tu seulement pris la peine de consulter le cadastre et les registres d'urbanisme public avant de faire 4 heures de route jusqu'en haut d'une montagne? Ou t'es-tu contenté de regarder la jolie photo que tante Clara a prise sur son iPhone ?» Il a cligné des yeux, visiblement confus, le souffle court. « De quoi tu parles, putain ?» Victoria a ouvert la dernière partie, la plus épaisse, de son dossier juridique. Elle a brandi un immense plan de géomètre dépliant, où des lignes de démarcation rouge vif étaient tracées de manière agressive sur la topographie. Mon client n'a pas seulement acheté le petit chalet de 4 chambres au sein de la copropriété, a annoncé Victoria, sa voix résonnant nettement contre les pins environnants. Il a acheté l'intégralité de la parcelle de 50 acres de forêt vierge non aménagée qui entoure complètement cette communauté. Et dans le cadre de cette acquisition massive, et a acheté la route d'accès privé sur laquelle vous êtes actuellement garé. J'ai vu les yeux de Marcus s'abaisser lentement vers le gravier poussiéreux sous ses mocassins italiens de marque. La route publique du comté s'est terminée exactement à 1 mile, environ 1,6 km, en arrière, à la bretelle de l'autoroute, a expliqué Victoria, articulant chaque syllabe pour un impact psychologique maximal. Le portail devant lequel vous vous tenez appartient à la copropriété. Mais la terre sur laquelle vous vous tenez, la terre sur laquelle vos voitures de luxe perdent actuellement de l'huile, appartient exclusivement à Julian. Ce qui signifie que vous n'êtes pas sur une voie publique, Marcus. Vous êtes activement en train de commettre une violation de propriété criminelle sur le terrain privé de mon client. Le silence qui a suivi fut absolu et étouffant. Le seul son dans toute la vallée était le ronronnement sourd et régulier du moteur du véhicule de police et le cri lointain d'un oiseau. « Tu mens », a soufflé Marcus, secouant la tête de gauche à droite. « C'est complètement impossible. Julian restaure de vieux meubles. Il n'a pas un capital aussi massif. Il n'a pas l'argent pour de l'immobilier. » « Si, tout à fait, » ai-je dit, d'une voix de fer, parce que je n'ai pas passé les 11 dernières années atroces à louer en leasing des Porsche que je ne pouvais pas m'offrir, à organiser de fausses soirées de réseautage pour start-up et à vider les comptes de retraite de nos parents. Victoria n'avait pas fini. Elle a replongé la main dans sa mallette une dernière fois et a sorti les captures d'écran couleur en haute qualité de la page Facebook publique d'Hélène. Et ceci, agent, est le dernier élément de l'affaire. Nous avons des preuves documentées et horodatées que cet homme et sa femme sollicitent activement d'importants fonds d'investissement en ligne pour une éco-retraite de luxe fictive en utilisant des photographies volées de la résidence privée d'eux. Mon client. Vous vendez illégalement des réservations d'été pour une propriété qui ne vous appartient pas, en utilisant un faux acte de propriété immobilière pour légitimer une vaste escroquerie financière auprès de vos investisseurs. L'agent Miller en avait plus qu'assez entendu. Il a refermé d'un geste décisif la chemise cartonnée que Marcus lui avait remise. Il a décroché le lourd micro-radio de son épaule. Centrale, j'ai besoin d'une seconde unité ici au portail de la copropriété de Blue Ridge immédiatement. J'ai un suspect de sexe masculin majeur que je place en garde à vue pour suspicion de fraude criminelle, falsification de documents et violation de propriété privée. Attendez, attendez, attendez. Marcus a levé les mains en l'air, reculant en trébuchant pour s'éloigner de l'agent qui s'avançait. Julian, Julian, dis-lui d'arrêter. C'est de la folie. Je suis ton grand frère. Tu ne peux pas me laisser me faire arrêter. Pense à maman. Pense à ce qu'un procès va faire au nom de la famille. Je pense à maman, ai-je dit, ma voix totalement vide de toute émotion. Je pense à la façon dont elle va devoir trouver la facture d'électricité de quelqu'un d'autre à payer ce mois-ci, parce que son enfant chéri va en prison. L'agent Miller s'est avancé rapidement, saisissant fermement Marcus par le biceps. Monsieur, mettez vos mains derrière votre dos immédiatement.
Ne résistez pas, Julian, a hurlé Marcus, la voix se brisant affreusement alors que le grand agent le faisait pivoter sans effort et sortait une paire de menottes en acier lourd de sa ceinture de service. Le clic métallique des menottes se verrouillant a résonné comme un coup de feu dans le canyon. Tu détruis la famille. Tu es un sociopathe. Je vais récupérer tout ce que tu possèdes quand je t'attaquerai en justice. Non, Marcus, ai-je dit, le regardant alors qu'il était plaqué rudement contre le capot brûlant de sa propre Porsche de location. Je protège enfin mon habitat contre les prédateurs. La vision de Marcus, l'enfant prodige intouchable, le brillant entrepreneur de la famille, soudainement plaqué avec violence contre le capot d'une voiture avec des menottes au poignet, a complètement brisé la réalité de toutes les personnes présentes sur ce chemin de gravier. Hélène a lâché son smartphone. Il a heurté la terre avec un bruit sourd, l'écran volant instantanément en éclats. Elle n'a même pas essayé de se baisser pour le ramasser. Elle a couvert sa bouche de ses deux mains manucurées, laissant échapper un gémissement perçant et hystérique qui ressemblait à celui d'un animal blessé. Elle s'est précipitée frénétiquement vers l'agent Miller, son maquillage coûteux instantanément ruiné par un torrent de larmes de terreur. « Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne comprenez pas. C'est un homme d'affaires très respecté, » a hurlé Hélène, griffant l'air. « Nous avons d'importants investisseurs qui nous attendent. Nous avons des enfants en bas âge dans la voiture qui regardent ça. Julian, s'il te plaît. Je suis tellement désolé. Dis-leur de le laisser partir. On va faire demi-tour et repartir tout de suite. On ne reviendra jamais. Madame, je vous conseille vivement de reculer, a prévenu l'agent Miller, levant sa main libre dans un geste universel d'arrêt. Si vous entravez une arrestation criminelle légale, vous vous retrouverez à l'arrière du véhicule de patrouille en direction de la prison du comté juste à côté de lui. Est-ce que vous me comprenez? Hélène s'est figée instantanément. La menace de conséquences juridiques réelles et tangibles était quelque chose qu'elle n'avait jamais affronté dans sa vie entièrement privilégiée. Elle a pivoté pour me faire face à travers les barreaux de fer du portail. Julian, s'il te plaît. Comment as-tu pu faire cela à ta propre chair et à ton propre sang pour une stupide maison? As-tu perdu la tête? Il n'a jamais été question de la maison, Hélène, ai-je dit calmement, regardant son monde s'effondrer. Il s'agissait de la falsification. Du manque de respect absolu. Du fait que vous étiez tous les deux si incroyablement à l'aise à l'idée de me voler que vous pensiez sincèrement pouvoir bâtir un faux empire commercial sur ma propriété sans même me demander la permission. Monte dans ton monospace. Fais demi-tour avec vos voitures. Quittez ma montagne. À ce moment précis, la portière passager de la 3e berline s'est ouverte. Léo, le jeune frère d'Hélène, est descendu sous la chaleur. J'avais dû rencontrer Léo 2 fois dans ma vie, principalement de façon brève lors de désastreux dîners de Thanksgiving. Il avait toujours l'air calme, complètement effacé par la personnalité écrasante et autoritaire d'Hélène. Il est passé lentement devant le monospace, regardant les enfants en pleurs sur la banquette arrière, regardant Marcus en sueur menottée, et enfin examinant de près les captures d'écran imprimées de Facebook que Victoria Sterling tenait encore à la main. Léo s'est arrêté net devant sa sœur. Il avait l'air physiquement malade. « Hélène » a-t-il dit, la voix tremblante d'une colère profonde et furieuse. Hélène ne pouvait même pas regarder son propre frère dans les yeux. Elle fixait la terre, sanglotant de manière incontrôlable, les épaules secouées par de violents tremblements. « Tu m'as complètement menti » a dit Léo, haussant le ton. « Tu m'as traîné, moi et mes enfants innocents, pendant 4 heures en haut d'une montagne pour t'aider à squatter illégalement une maison que tu essayais activement de voler. » Il s'est tourné vers moi, le visage pâle et sans couleur. « Julian, mon vieux, je n'en avais absolument aucune idée. Je le jure devant Dieu sur ma vie, si j'avais su ce qu'il te faisait, je ne serais jamais monté dans cette voiture. Je te crois, Léo, ai-je dit, lui adressant un léger signe de tête. Prends ta voiture, sors tes enfants d'ici tout de suite. Laisse-les derrière toi. » Léo n'a pas hésité une seule seconde. Il a complètement tourné le dos à sa sœur, s'est dirigé droit vers sa berline, a dit à sa femme terrifiée de verrouiller les portières, et a reculé rapidement hors de la voie de sécurité, soulevant un immense nuage de poussière. Il a laissé Hélène debout, seule sur le chemin, regardant tout son empire factice s'effondrer en morceaux. Au moment où le second véhicule de police est enfin arrivé, Marcus n'avait plus aucune force pour se battre. Il transpirait abondamment, sa chemise de marque coûteuse collant à son dos trempé.
Il ne me regardait même pas pendant que les adjoints du shérif le faisaient monter sans ménagement à l'arrière de la voiture de patrouille. Il fixait simplement le sol avec un regard vide, enfin piégé dans une dure réalité dont il ne pouvait s'extirper par de belles paroles. Victoria s'est tournée vers moi, fermant sa mallette avec un claquement satisfaisant. Je dois suivre les agents jusqu'au poste du comté pour déposer formellement plainte et soumettre les preuves au procureur. Voulez-vous venir avec moi, Julian? Oui, ai-je dit, me sentant plus léger que l'air. Je veux en finir complètement aujourd'hui. J'ai conduit ma camionnette lentement le long de la montagne, suivant les gyrophares des voitures de police. Le trajet s'est fait dans un silence complet. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai simplement laissé la paix profonde et dense de la forêt m'envahir. J'avais enfin extirpé le cancer de ma vie. C'était incroyablement douloureux, c'était chaotique, et c'était bruyant, mais je respirais enfin un air libre. Au poste de police du comté, il a fallu plus de 3 heures éprouvantes pour remplir tous les documents juridiques. Marcus a été officiellement inculpé pour falsification de documents criminels, tentative de fraude financière et violation de propriété privée. En raison de ses nombreux antécédents de jugements civils non exécutés et de poursuites liées à ses innombrables entreprises en faillite, le magistrat, très strict, lui a refusé la libération immédiate sur parole. Il allait passer tout le week-end assis dans une cellule en béton froide, vêtu d'une combinaison orange vive du comté, dans l'attente d'une audience de mise en liberté sous caution le lundi matin. Pendant que je me tenais au comptoir d'accueil pour signer ma déposition sous serment, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. La nouvelle lui était de toute évidence parvenue là-bas en ville. Je n'ai pas rejeté l'appel. J'ai répondu. Je l'ai mis sur haut-parleur et j'ai posé le téléphone à plat sur le comptoir en bois pour que Victoria et le sergent de permanence puissent l'entendre. Julian, a hurlé ma mère, la voix brisée par une hystérie pure et sans filtre. Que as-tu fait? Hélène vient de m'appeler en larmes. Elle a dit que Marcus était en prison. Dis-leur que c'est une énorme erreur. Dis à la police de le laisser partir tout de suite. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit, d'une voix tout à fait calme et régulière. Il a falsifié ma signature sur un document immobilier légal pour voler ma propriété. Il a enfreint la loi. Il a commis un délit criminel. C'est ton frère, a-t-elle crié, sanglotant bruyamment dans le combiné. Tu détruis cette famille. Comment peux-tu être aussi incroyablement cruel? Il a une femme. Il a 3 enfants. S'il a un casier judiciaire, il n'aura plus jamais de promotion ni d'investissement. Tu devais aller à ce poste de police et payer sa caution à la seconde même, Julian, tu m'entends? Je suis ta mère et je te l'ordonne. Je ne paierai pas sa caution, maman, ai-je dit, fixant le mur de béton. Je ne paierai plus jamais pour ses erreurs. Et si toi ou papa essayez un jour de venir sur ma propriété, je vous ferai arrêter pour violation de propriété privée, vous aussi. Tu es mort pour moi, a hurlé ma mère, sa voix résonnant dans le hall calme du poste de police. Tu m'entends? Tu es mort. Je sais, ai-je répondu doucement. Je suis mort pour vous depuis 11 ans. J'ai raccroché. Je n'ai pas encore bloqué son numéro, je voulais que le lourd silence qui suivrait soit son choix atroce. Je suis sorti du poste de police avec Victoria, j'ai fait quelques pas dans l'air tiède de cette soirée de montagne, et pour la toute première fois de ma vie d'adulte, j'ai envisagé l'avenir avec impatience. Cela fait exactement 6 mois depuis ce vendredi après-midi chaotique au portail. Marcus n'a pas fini dans une prison fédérale, mais sa vie telle qu'il la connaissait a été entièrement démantelée. Confronté aux preuves accablantes et incontestables de la falsification et aux images compromettantes des caméras de sécurité du cabinet du notaire, son coûteux avocat de la défense lui a vivement conseillé d'accepter un accord de plaidé coupable rigoureux. Il a accepté une suspension des poursuites sous condition afin d'éviter un procès. Parmi les conditions, il a dû retirer formellement la fausse déclaration d'intérêt des registres du comté, rembourser chaque centime de mes frais juridiques exorbitants à Victoria Sterling et accomplir 3 années éprouvantes de liberté surveillée. Mais la véritable punition durable a été la destruction absolue de sa grande illusion. Les accusations criminelles de fraude ont fait les gros titres de la section économique des journaux locaux de la ville. Ces riches investisseurs se sont immédiatement retirés de tous ses projets. Sa start-up d'éco-retraite factice s'est effondrée instantanément avant même d'avoir été lancée. Hélène n'a pas pu supporter l'immense humiliation publique de ne plus être une riche boss babe. Privée de ses voitures de location et de son faux argent, elle a demandé le divorce 2 mois plus tard.
La bataille pour la garde a été féroce. Elle a pris les enfants et a déménagé dans un autre état pour vivre dans le sous-sol de ses parents. Marcus a été contraint de s'installer dans un appartement minuscule et délabré de 2 chambres qui sentait constamment le tabac froid et le regret. Quant à mes parents, leur silence de colère a duré près de 5 mois complets. J'ai passé les vacances de Thanksgiving entièrement seul au chalet. Je n'ai pas eu à écouter Marcus se vanter de sa fortune imaginaire. Je n'ai pas eu à regarder ma mère être aux petits soins pour lui. Je me suis grillé un énorme steak, j'ai bu un verre de bourbon sur le porche, et ce fut sans aucun doute le meilleur repas de toute ma vie. Mais le mois dernier, ma mère a fini par m'appeler à nouveau. Je ne voulais pas répondre, mais un besoin morbide de tourner la page m'a poussé à décrocher. Sa voix n'était plus en colère, elle était incroyablement petite. Elle était brisée et fragile. Elle ne m'a pas crié dessus et n'a pas exigé que je retire ma plainte. Au lieu de cela, elle a pleuré doucement dans le combiné et m'a demandé si elle pouvait m'emprunter $500 pour payer sa facture de chauffage hivernale. Et puis elle a révélé l'ultime et pathétique rebondissement de toute cette tragique saga familiale. Nous avons tout perdu, Julian, a-t-elle chuchoté au téléphone, la voix tremblant. Ton père a contracté une 2e hypothèque énorme sur notre maison, uniquement pour payer l'avocat de la défense de Marcus afin de lui éviter la prison. Nous avons complètement vidé le reste de son compte de retraite. Il ne nous reste absolument plus rien à la banque. Nous n'avons même pas les moyens de payer des funérailles, et encore moins l'hypothèque. Nous allons devoir vendre la maison familiale le mois prochain. Elle a fait une pause, respirant lourdement au téléphone. Elle attendait que je prenne la parole. Elle attendait que je reprenne naturellement mon ancien rôle. Elle attendait que le filet de sécurité apparaisse par magie pour les rattraper. J'ai fermé les yeux. L'égoïsme pur et stupéfiant de toute cette histoire m'a envahi comme une vague glaciale. Ils savaient. Mes propres parents savaient que Marcus falsifiait des documents officiels pour me voler mon sanctuaire si durement acquis. Et ils l'ont activement encouragé parce qu'ils voulaient vivre sans payer de loyer dans la maison que j'avais achetée à la sueur de mon front, au prix de mon sang et de mon salaire. Ils étaient parfaitement disposés à me sacrifier complètement pour laisser Marcus me voler ma maison, uniquement pour se sauver du monstre financier qu'ils avaient eux-mêmes créé et encouragé pendant 40 ans. Je suis désolé, maman, ai-je dit. Sincèrement. Mais je ne peux pas t'aider. Julian, s'il te plaît, a-t-elle supplié, la voix brisée. Tu as tellement de choses. Tu as toute cette montagne. J'ai exactement ce que j'ai construit de mes propres mains, ai-je répondu fermement. Et vous avez exactement ce que vous avez construit. Adieu, maman. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu qu'elle pleure de nouveau. Je suis enfin allé dans les paramètres de mon smartphone, j'ai bloqué son numéro, j'ai bloqué le numéro de mon père et j'ai bloqué Marcus pour toujours. J'ai complètement tranché la branche pourrie de mon arbre généalogique pour pouvoir enfin survivre et grandir. Je suis assis sur le porche panoramique de mon chalet en ce moment même alors que je vous raconte toute cette histoire. Le soleil se couche lentement sur les 50 acres de forêt vierge qui m'appartiennent entièrement. J'ai appris beaucoup de choses sur cette montagne au cours des 6 derniers mois. J'ai appris que le ruisseau monte exactement de 2 pouces après une forte pluie d'été. J'ai appris que Monsieur Harrison fait une poitrine de bœuf fumée incroyable le dimanche. Et j'ai appris que le petit oiseau qui chante dans la lisière des arbres à l'est s'appelle une grive des bois. J'ai cherché dans un livre. Une grive des bois parcourt des milliers de kilomètres pour migrer à travers le continent. Mais si son habitat est sûr, si son environnement est protégé des prédateurs, elle reviendra exactement sur le même arbre d'année en année pour y construire son nid. Je garde mon habitat extrêmement sûr. Maintenant, les gens me demandent toujours dans les commentaires si je me sens coupable, si je m'en veux de voir mon frère en liberté surveillée, traverser un divorce amer, et mes parents lutter pour survivre. La réponse honnête et brutale est non. L'intelligence ne consiste pas seulement à connaître des faits ou à avoir un fond d'études. La véritable intelligence consiste à appliquer ce que l'on sait à sa propre vie pour protéger impitoyablement sa paix intérieure. Mes choix prudents, cumulés au fil de 11 années de travail acharné, m'ont donné un acte de propriété officiel portant mon seul nom. Leurs choix imprudents, cumulés au fil de 11 années de complaisance et de cupidité, leur ont valu une paire de menottes et un compte bancaire vide. Aucun de ces résultats n'est un hasard. Tous deux ont été amplement mérités. La famille n'est pas un chèque en blanc. Le sang ne donne pas automatiquement un droit sur votre argent, votre santé mentale, vos biens immobiliers ou votre maison.
Si les personnes censées vous aimer ne vous estiment que pour ce que vous pouvez leur apporter financièrement, elles ne sont pas votre famille. Ce sont vos employeurs, et vous avez absolument tous les droits de démissionner. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour ne pas manquer la suite de notre parcours. Bâtissez votre propre habitat et protégez-le avec tout ce que vous avez.